Ça, c'est une carte répertoriant les cas de disparition inexplicable aux États-Unis. Ça, c'est la carte des États-Unis répertoriant tous les réseaux de caves souterrains du territoire. Et en superposant les deux, on voit bien facilement une corrélation entre les deux, ou peut-être est-ce simplement une coïncidence. Mais si vous voulez mon avis et celui de la plupart des habitants de ces états, les tunnels souterrains sont étroitement liés aux disparitions. Déjà parce qu'il est facile d'y cacher un corps pour un serial killer vu que c'est généralement inaccessible, mais aussi et surtout parce que le monde souterrain est incroyablement mystérieux et attractif pour les populations du monde entier, alors que c'est probablement un des endroits les plus dangereux de la planète, expliquant pourquoi beaucoup de personnes y disparaissent souvent ou en ressortent avec des histoires qui font froid dans le dos, un peu comme le youtubeur Connor Kelly que je vais vous présenter tout de suite pour vous introduire l'ambiance en ce début de vidéo. Alors en effet, cette histoire commence quand ce dernier et trois de ses proches à lui ont entendu parler de la mine de McCoy dans le désert du Nevada. Vu que c'était une ancienne mine d'or et d'argent complètement abandonnée, ils ont entrepris de la visiter en se rendant sur les lieux préparés pour une petite séance d'urbex. Une fois sur place, ils rentrent dans la mine et s'enfoncent comme prévu dans la grotte qui continue en un large conduit de terre friable. En fait, tellement friable qu'ils sont obligés de regarder où ils mettent les pieds étant donné que les trous, il y en a un peu partout dans la grotte, au risque de tomber, du coup c'est assez dangereux. Et sur les images filmées par Connor Kelly dans la petite session d'urbex, on voit bien que la mine est complètement abandonnée, il passe à côté de plein de bouts de tôle et de ferraille laissées là, jusqu'au moment où la grotte devient de plus en plus raide. Il décide néanmoins de s'enfoncer à l'intérieur, mais Connor aperçoit quelque chose qui brille au fond du passage, comme si ça réfléchissait la lumière. Une montagne de chaussures et des os. Au départ, il pensait à un prédateur étant donné les grosses carcasses au fond et ce serait probable, mais la pile de chaussures est difficilement explicable dans ce cas. Puis même, c'est vachement chelou et inhabituel de trouver ça dans une mine. Évidemment, Connor et sa famille alertent la police, mais cette dernière ne prend pas la trouvaille au sérieux. Mais Internet, oui. Et la plupart statuent que c'est bien un tueur en série qui ramènerait systématiquement une chaussure de chacune de ses victimes en guise de trophée dans cette mine abandonnée, qui d'ailleurs serait probablement l'ancien sanctuaire d'un prédateur naturel, comme pour faire le parallélisme avec lui-même. Et pourquoi on pense ça ? Parce que ça a déjà été fait au début des années 90 au lac Waled dans le Michigan, et la légende urbaine voudrait que ce soit un tueur en série qui kidnapperait des enfants pour les tuer avant d'accrocher leurs chaussures dans un arbre. Ça n'a pas été prouvé, on ne sait pas si c'est vrai, mais même si c'était le cas, ici il y a vraiment beaucoup de chaussures, alors j'espère qu'il y a une autre explication. Vous l'aurez compris, j'adore ce qui est mystérieux, bizarre, étrange, et le monde des souterrains m'a toujours fasciné rien que pour ça. Souvent inexploré, souvent sombre, sans savoir sur quoi on va tomber, ou théâtre de choses inattendues, comme avec la mine de McCoy par exemple. J'adore le mystère de ce qu'il y a sous nos pieds, alors si vous le voulez bien pour cette vidéo paradoxale, puisque je la filme en extérieur, entrez avec moi dans les profondeurs des souterrains. La Mammoth Cave, le réseau de caves le plus large du monde. Il se situe à l'est des États-Unis et sa cartographie s'étend de semaine en semaine, à tel point qu'on ne sait toujours pas si le réseau s'arrête à un moment donné. Non pas qu'elle s'agrandisse toute seule, mais c'est juste qu'à force d'explorer, on trouve encore de nouveaux passages chaque jour. Alors évidemment, le site attire énormément les plus aventureux, mais aussi les gens comme vous et moi, parce qu'il y a des sites extrêmement beaux à l'intérieur, comme par exemple la Niagara gelée, constituée de spéléothèmes et formant un semblant de chute d'eau faite entièrement de roches. Je pourrais aussi vous parler de l'avenue Audubon, de la pièce aux boules de neige ou encore de la rivière Echo. Mais dans ce genre d'endroit, ce qui attire d'autant plus les gens ici, c'est l'aura mystique du lieu. Le problème de ces gens-là, c'est qu'ils essaient toujours d'explorer les grottes ou cavernes du réseau Mammoth encore plus et de manière non encadrée et engendrant inévitablement des accidents horribles ou des disparitions inexpliquées. Rien que la découverte de cette dernière résulte d'une histoire tachée de sang. 1920, c'est le début de ce qu'on appelle la guerre des caves du Kentucky, car beaucoup d'endroits vers des tunnels souterrains ont été découverts. Et en fait,
Certaines personnes ont commencé à acheter des zones et à posséder ces entrées du réseau de la cave Mammoth, car effectivement, ils avaient senti le bon filon. L'aménagement de ces grottes a permis à un nouveau commerce touristique assez étrange d'émerger, l'exploration souterraine et l'ambiance étrange qui va avec. Et je peux vous dire qu'il se mettait giga bien. Maintenant, je vais vous parler de Floyd Collins, un spéléologue qui lui possédait une section appelée Crystal Caves, étant une petite portion du réseau de cavernes Mammoth connu à ce jour. Et ce Floyd Collins, il perdait la guerre des caves du Kentucky et sa grotte était relou à aménager, il avait des dettes et gagnait pas d'argent pour les rembourser. Du coup, il a essayé d'excaver sa grotte dans l'espoir d'attirer du monde et se faire un peu de thune comme les autres en raflant des touristes. Mais malheur, son abnégation lui aura valu d'avoir la jambe écrasée par un énorme rocher qui lui était tombé dessus. Il était à présent seul, piégé dans sa propre grotte pendant un jour entier. Alors oui, il a été rapidement retrouvé, mais impossible de le secourir puisque les secouristes n'arrivaient pas à déplacer le rocher énorme qui le surplombait. Et pendant ce temps, les médias se régalaient. Ils vendaient des goodies de l'histoire tragique encore en cours, des stands de hot dogs, de burgers, bref, un gros délire. Mais la situation de Floyd Collins, elle avance vraiment pas. Pire que ça, un éboulement a eu lieu au moment où les secouristes avaient choisi l'amputation. Il était séparé de ces derniers, inaccessible et voué à une mort en face à face avec les souterrains qu'il a d'ailleurs toujours adulé. Après 2 semaines, Floyd Collins est bien mort de sa blessure et de fatigue. Il sera ensuite difficilement excavé et enterré au cimetière de sa famille, mais son histoire ne s'arrête vraiment pas là. Fact assez bizarre pour un mort d'ailleurs, mais bon. Après ça, la famille de Floyd décide de revendre la grotte à un dentiste du coin qui, je sais pas comment il a eu l'autorisation, décide d'exhumer le corps de Floyd Collins pour l'enterrer dans la grotte dans un cercueil de verre. Évidemment dans le but d'attirer du monde, évidemment ça fonctionnait très bien parce que chaque personne venait justement dans la grotte qu'il venait de racheter pour voir Floyd Collins se décomposer petit à petit à travers le vitre de son cercueil. C'est vachement morbide. Et cette combine fonctionnait tellement bien que les concurrents en rogne sont venus voler le cadavre de Floyd pour lui arracher une jambe et le jeter dans un champ. Et je vous jure que c'est vrai, c'est pas du troll. Après ça, l'ex-dentiste aura pitié du cadavre écorché de Floyd Collins et décidera de le replacer au calme dans son cercueil, où il aura de vraies funérailles qu'en 1989. C'est une dinguerie cette histoire. À cette histoire, on peut aussi ajouter différentes apparitions de ce qui semble être des fantômes du passé, une autorité paranormale des Mammoth Caves qui s'est grandement propagée grâce aux témoignages des explorateurs, mais aussi car les grottes servaient de cimetière pour les Américains natifs préhistoriques. Mais ça, c'est une autre histoire. Et juste avec cette histoire de la Mammoth Cave, on voit bien que c'est complètement indécent, que la folie des souterrains est remontée à la surface comme par magie. Et je vous avoue que moi-même, j'ai toujours été fasciné par ce qui pouvait se trouver sous nos pieds, sur les kilomètres de galeries, les sombres secrets qu'il pouvait s'y cacher. Et pour illustrer ça, j'aime bien présenter la grotte de Veryovkina, la grotte la plus profonde du monde. Un gouffre obscur s'étendant jusqu'à 2000 mètres sous terre. Un gouffre qui se transforme à ce moment-là en réseau de cavernes immenses, exploré jusqu'à 2212 mètres sous le sol du massif de l'Arabica, en Géorgie. The abyss hath yet to produce any such creature. Fear not the dark, my friend, and let the feast begin. D'ailleurs, fun fact sur cette grotte immense, une fois que vous aurez traversé le dédale qui recouvre toute la surface de la grotte Veryovkina, vous tomberez sur le point le plus bas qui est appelé la dernière halte de Nemo en référence à 20 000 lieues sous les mers et est terminé par un énorme siphon d'eau alimenté par un lac souterrain. Ça a juste l'air délirant rien que d'y penser. Je trouve ça absolument incroyable de se balader si loin sous terre, tout ça pour tomber sur peut-être quelque chose qui peut nous réduire en bouillie en 5 secondes. Et la scène doit être si mystifiante, mais malheureusement très peu ont pu voir ça de leurs propres yeux car la plupart des expéditions ont été avortées à cause de crues phénoménales et de risques de noyades coincées dans les cavités. Vous vous en doutez, qui dit puissant fond dit danger, et c'est dans le mille parce qu'une personne a été retrouvée morte au fond de ce dernier. Imaginez juste descendre en rappel dans le trou le plus profond trouvé à ce jour pour finalement tomber sur les affaires puis les crampons d'un homme, en sachant pertinemment que vous trouverez finalement un cadavre au fond. C'est ce qu'ont vécu des grimpeurs russes le 3 août 2021 avant d'avertir les autorités de la région. Une équipe de 100 grimpeurs a été mise en place pour remonter le corps de ce pauvre homme identifié grâce à son téléphone sous le nom de Sergei Koziv, un sportif extrême voulant relever le défi de cette cave, mais mort depuis plus de 9 mois dans les tréfonds de Veryovkina. Évidemment, cette fougueuse envie d'exploration et cet engouement a vite été médiatisé parce que beaucoup de personnes adorent ça, et notamment grâce à Internet qui a permis de regrouper ces gens avec une passion commune. Il y a même des groupes spéléologues amateurs qui ont grossi sur les réseaux, sans compter la passion presque mystique que les Américains ont pour les mines abandonnées, comme avec Connor Kelly par exemple. Et pour le coup, la chaîne YouTube la plus connue se nomme Exploration de mines abandonnées et de lieux insolites, on peut faire difficilement plus explicite, et comme vous vous en doutez, il explore quasi que des mines abandonnées. Alors déjà, c'est un passe-temps que je trouve trop stylé personnellement, mais ce qui l'a rapidement rendu connu, ce sont surtout 2 explorations particulières. Okay, here's a lower adit at the Victorine mine. I believe this was an older mine that once they dug the upper tunnels, this got incorporated into the same claim or whatever.
La première est l'exploration de la mine Norton, visiblement interdite d'accès, mais Osef, lui c'est un américain, du coup il s'en fout, il y va et explore l'entrée de la mine jusqu'à arriver à cet endroit étrange où le plafond est truffé de chaînes pendues. Il reste quelques instants là, avant de rallumer sa lampe en panique. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? J'avoue que si les chaînes bougeaient un peu, j'aurais mis ça sur le dos du choc thermique ou de vibrations géologiques, je sais pas, mais ça, là, je suis désolé, mais c'est quelqu'un qui a lancé la chaîne en fait. I don't know why that one chain is swinging back there. Don't know if you can see that in the video or not. Swing. So, time to get the hell out of here. Évidemment, juste après ça, il s'est taillé et la vidéo est tellement inexplicable que c'est passé dans l'émission Strange Evidence. Il retournera peu de temps après dans la même grotte, mais cette fois-ci un peu plus profondément avant d'assister à ça. Autant vous dire que là, cette fois-ci, il retournera pas une troisième fois. Alors oui, c'est extrêmement bizarre comme expérience, comme enregistrement, et personne n'a trouvé d'explication rationnelle pour expliquer ça, mais c'est rien comparé à ce que je vais vous présenter maintenant. Nous sommes toujours avec le même youtubeur, exploration de mines abandonnées et de lieux insolites, pour une vidéo plutôt courte, afin de faire une démonstration de sa nouvelle lampe torche Thronite TN12, qu'il est d'ailleurs en train de vous montrer parce qu'il a l'air fier de son joujou visiblement. Ensuite il fait son petit bonhomme de chemin jusqu'à l'entrée de la mine en traversant la forêt de nuit. Puis il s'enfonce dans la grotte, en s'aidant de sa nouvelle lampe en nous racontant un peu d'histoire sur cette ancienne mine d'or. Let me put the light on here, the Thronite light. And I'm going to turn out my helmet lights. There's one. L'ambiance est lugubre, un peu oppressante, mais il s'enfonce assez loin, par habitude. More gobbing here on the left. And the tunnel keeps going straight ahead. Yeah, it's very hard to be constantly filming while trying to walk through these. Et bref, au bout de la mine, il se passe ça. And get out of here before this all comes down. Here's that ore chute again. And I gotta get past this chute. Wow. Crazy. I don't know if you can hear that on the camera. Do you hear that? Wow. I've heard some weird stuff in mines, but that is definitely creepy. I don't know what that is. So, let's get out of here. Voilà, donc là, la plupart des gens auraient fait une syncope, mais lui, il essaie de rester calme, de penser au vent, aux serpents. Il essaie de trouver une explication au lieu d'en faire des caisses, et ça, c'est plutôt louable. I don't know what that is. That doesn't sound like wind, but that's crazy. Don't know if that's a bird, or I don't know what that is. It almost sounds like snakes, but... Ça donne vraiment l'impression que c'est réel, d'autant plus que ce genre de truc arrive que très rarement sur l'immense nombre de vidéos qu'il a faites. Ça donne envie d'y croire et tout le monde y croit encore aujourd'hui. I'm getting out of here and you can really hear that airflow. I'm getting out of here and heading home. Malheureusement, c'est fake. La première vidéo, on n'en sait rien, mais la seconde, elle a été débunk par quelqu'un qui avait pointé du doigt l'enregistrement exact des chuchotements apposés sur la vidéo. C'est assez inattendu, néanmoins l'auteur a sûrement fait ça pour booster ses vues et intéresser justement un plus grand nombre de personnes au contenu d'exploration de mines, de grottes, etc. Honnêtement, moi je trouve ça génial parce que ça permet de partager sa passion mystifiante et je trouve ça toujours plus louable de rajouter de l'entertainment si et là. Bon, il aurait peut-être fallu qu'il le précise, mais on peut pas tout avoir. En plus, honnêtement, je trouve ça super couillu de réaliser plus de 700 vidéos dans des lieux aussi creepy et dangereux aussi, parce que ça, on l'oublie souvent, pour qu'au final, ils sortent, je sais pas, 3-4 vidéos avec un événement paranormal, et forcément que ça va forcer la crédibilité, et pour ça, c'est peut-être le fake avec le plus d'efforts derrière pour le rendre crédible. Moi, je trouve ça dingue, et perso, ça me donne encore plus envie de partir explorer des mines. En tout cas, ce genre de choses a contribué à créer des légendes urbaines et des histoires lugubres autour de grottes, comme par exemple la légende de l'homme-rat ou encore la grotte de Satan, le lieu-dit le plus flippant de l'état d'Ohio, avec ce trou béant vers probablement les égouts ou les enfers et tous ces graffitis qui donnent une dimension assez démoniste. Une grotte entourée de légendes comme les rituels sataniques, apparitions de fantômes, etc. En réalité, le vrai problème de cette grotte, c'est surtout qu'elle se trouve sur une propriété privée dans le jardin de quelqu'un, du coup ça faisait juste chier ces gens-là. Et
puis à force de pomper la hype de cette grotte, tout le monde connaissait l'histoire, tout le monde savait que c'était des rumeurs infondées et sûrement juste un squat pour jeunes ou des junkies. Du coup, par la force des années et des ragots, la saveur de l'inconnu et le mystère qui l'entoure s'est complètement estompé. Bon, je dois l'avouer, les photos sont quand même plutôt stylées si on veut se mettre au défi, ça fait vraiment portail vers les enfers, ça porte bien son nom pour le coup, mais c'est tout, et je pense que ça s'arrête là. Oh, what the hell is that? Oh my God. You see that? Is there somebody there? Yeah, we can't be too. Okay, what I thought was a person was like some graffiti. Et de la même manière, il y a aussi une autre grotte qui s'appelle la Hell's House, parce que visiblement il faut que ça ait une connotation avec les enfers. Un trou possédant une entrée vachement stylée qui mène sur un passage extrêmement serré, là où les claustrophobiques sont en train de vomir. Et il y a quand même plusieurs cavernes au fond, dont certaines avec des visages sculptés à l'intérieur, et mine de rien, le réseau est plutôt grand et parfait pour défier les plus intrépides d'entre nous. Après, je vous rassure, en France aussi, on a beaucoup d'exploration de mines récemment, et je trouve ça trop cool. Même en termes de cave, on n'a rien à envier aux États-Unis. J'aime donner l'exemple de la grotte de la Salamandre, où on peut littéralement voler sous terre. Alors oui, on peut voler dans une cave, comme le dit si bien ce commentaire, et je vous conseille la vidéo d'Axolot associée à ce dernier qui a vécu cette expérience unique au monde, dans une des grottes les plus magnifiques avec ses géants de cristal, ses salamandres et surtout une belle descente en rappel pour y accéder. Non mais la grotte est vraiment magnifique par contre. But in the end, learnt his knowledge was wanting. The world began without knowledge, and without knowledge will it end. Là, moi, tout de suite, ça me fait penser plutôt à la série allemande Dark. Ils vont au fond de la grotte, ils ouvrent la porte, ils vont soit dans le futur, soit dans le passé. Bref, on va aller à l'intérieur. C'est parti. Maintenant, dans le registre un peu plus étrange, il y a aussi une caverne d'Ali Baba que j'avais découverte sur une des vidéos de Grand JD à l'époque. Je sais pas si vous l'avez vu aussi. Une caverne entièrement creusée à la mano par un seul homme malentendant en 1979 et avec seulement l'aide de ses mains et d'outils primaires. Il lui a fallu 20 ans pour la creuser et y rassembler toutes sortes d'objets qu'il classait par forme ou couleur. Une sorte de foyer psychique qu'il réalisait selon ses envies et son humeur, comme une carte mentale mise à jour en permanence, puisqu'il y passait la plupart de son temps. Je trouve ça assez incroyable et insolite comme histoire, même si la plupart des gens le considéraient comme un fou à l'époque en fait, un peu comme le facteur cheval avec son château entièrement construit de rochers qu'il ramassait chez lui. Mais après évidemment quand on parle de galeries, caves ou souterrains, en France, on pense évidemment aux catacombes. On parle là de 350 km de galeries mortuaires sous notre capitale, qui sont pour la plupart inondées ou inaccessibles, mais qui ne cesseront jamais d'intriguer les gens, à tel point que c'est un lieu immanquable à visiter pour les touristes étrangers. Mais là, pour le coup, c'est encadré. Il existe évidemment plusieurs moyens d'accéder à ces catacombes de manière clandestine pour voir des embranchements interdits ou publics, et malheureusement, ça mène souvent à des petits soucis. En effet, 90% des catacombes sont abandonnées et interdites au public, mais puisqu'elles s'étendent un peu partout sous la ville, il est plutôt facile de trouver une entrée et de passer une soirée à se faire peur à l'intérieur, parce que oui, cet endroit est flippant. Déjà juste le fait de savoir qu'à la base c'est un ossuaire et que donc on risque de rencontrer des ossements et des crânes humains désorganisés à l'intérieur suffirait à faire fuir la plupart des gens. Mais les souterrains sont aussi des lieux étroits, vides et sombres, transcendant le glauque. Une austérité rapidement humide puisque les tunnels sont quasi tous inondés ou inondables. We've now been in the catacombs for 2 hours. I've been lost for at least an hour now. And I know as a fact that I didn't walk that far. So I'm gonna go back and try and retrace my steps again. Le simple fait de marcher un peu trop loin et de se retourner un peu trop de fois suffirait à faire perdre le nord, prendre la panique et à sombrer dans une frénésie inarrêtable pour retrouver la sortie. Beaucoup de gens français ou étrangers s'y sont frottés, et cette erreur de rester coincé est d'autant plus horrible quand on sait que le lieu est gigantesque, labyrinthique avec énormément d'impasses, et que l'eau risque de nous tuer en remplissant notre tunnel. À ce sujet, j'ai pu trouver un enregistrement qui avait été largement médiatisé justement parce que ça touchait à une probable disparition, un found footage, c'est-à-dire un enregistrement qui se trouvait sur une caméra retrouvée dans les dédales des catacombes de Paris, et je vous avoue que les images font un petit peu froid dans le dos. La personne s'était enfoncée tellement profondément qu'il pouvait voir des ossements, des crânes joncher le sol de manière erratique. Il était bel et bien seul dans une partie du dédale des catacombes où personne n'était jamais allé et où personne ne viendrait le chercher.
Après, pour le coup, ça montre pas grand chose à part un mec qui déambule de façon aléatoire dans les souterrains de Paris, donc ces images peuvent être très bien quelqu'un qui a perdu une caméra, mais le problème avec ces images retrouvées, c'est qu'après 20 minutes de déambulation dans les galeries, la personne commence à marcher bien plus rapidement et bouger la caméra frénétiquement. On dirait que quelque chose lui avait fait peur, ou bien que la démence claustrophobique avait eu raison de lui. Il paniquera et jetera même sa caméra sur le sol en s'enfuyant sans regarder derrière. Caméra que l'on a retrouvée ensuite, contrairement à cette personne. En tout cas, sur l'enregistrement, une fois la caméra à terre, cette dernière filmera jusqu'à ne plus avoir de batterie et on remarquera des petits mouvements d'eau sur la surface du tunnel, indiquant donc que cette personne, si elle existe, a paniqué en voyant l'eau monter. Et le pire, c'est que si on ne l'a jamais retrouvé, il est possible que ce dernier ait déambulé durant plus de 5 jours à l'intérieur des catacombes, déshydraté, frigorifié, effrayé, jusqu'à en mourir. Et juste le fait d'y penser est terrifiant. Maintenant, Francis Friedland, l'homme que vous voyez actuellement sur votre écran, a essayé de résoudre ce mystère et ou de retrouver cette personne perdue dans les catacombes. Néanmoins, même en tentant d'aller sur les lieux, il n'arrivera pas à donner une preuve sur ce cas et à ce jour on ne sait pas si cette personne est morte à l'intérieur ou si même elle a existé, puisque cet enregistrement aurait pu très bien être un prank très bien élaboré. Ceci dit, on dénombre plusieurs autres cas de disparition puis de mort qui ont été enregistrés sur le compteur de ces catacombes, comme celui-ci en 2016, le dernier de notoriété publique où un homme de 45 ans a fait un arrêt cardiaque dans les catacombes durant une fête avec 5 amis. L'alcool, les stupéfiants et le terrain hasardeux ont provoqué un malaise et à cause du dédale, les secours n'ont pas pu arriver à temps. C'est une mort conne, une mort qui sera ajoutée aux 6 millions d'ossements jonchant les sols des catacombes. C'est pas de chance. Bien plus connu des cataphiles, nous avons le cas de Philibert Asper, carrément une légende urbaine. C'était un portier de l'hôpital de Val-de-Grâce qui lui était complètement arraché et a fini on ne sait comment par disparaître en 1793 et la théorie était que sous l'effet de l'alcool, il avait décidé de plonger dans l'obscurité des catacombes de Paris pour finalement s'y perdre et 11 ans plus tard, on retrouve son cadavre dans ces dernières comme on le pensait. Après coup, une stèle sera installée avec ses ossements dans la galerie où on l'a retrouvé pour lui rendre hommage et pour signifier les dangers qu'abrite ce lieu. Ce bonhomme décédé deviendra une légende de ces souterrains et les explorateurs des catacombes ont pris l'habitude de déposer une bougie devant sa stèle à chaque fois qu'ils entrent à l'intérieur. Alors oui, de nos jours c'est extrêmement rare de trouver la mort dans les catacombes de Paris et les cataphiles d'ailleurs sont souvent encadrés par un guide officieux et conscient du danger. Ce qui est le plus dangereux, c'est les stupéfiants ou l'alcool qui pourraient causer des problèmes et à terme perdre beaucoup de gens trop loin dans les catacombes pour venir les retrouver à temps. L'hypothermie et les noyades à cause de fortes pluies soudaines restent quand même les plus gros dangers dans ce genre de galerie et ça n'empêche quand même pas les personnes qui continuent de s'y perdre. Exemple de jeunes garçons entre 16 et 17 ans qui ont été retrouvés et hospitalisés directement après avoir passé 3 jours dans les catacombes. Ils étaient en pleine hypothermie à 2 doigts de la mort et sur ce coup on peut remercier les pompiers. YouTube 2014, un homme au pseudo SnakeBeatMJ poste un commentaire sous une vidéo nommée « Fils d'un technicien de la zone 51 ». Ce n'est rien, je suis un randonneur de longue distance. Une fois, lors d'une de mes randonnées à la base aérienne de Nellis, j'ai trouvé une grotte cachée. L'entrée de la grotte avait la forme de la lettre M en capitale. J'entre toujours dans chaque grotte que je trouve, mais quand j'ai commencé à entrer dans celle-ci, tout mon corps a commencé à vibrer. Plus je me rapprochais de l'entrée de la grotte et plus la vibration s'aggravait. Soudain, j'ai eu très peur et je suis sorti de là. C'était l'une des choses les plus étranges qui me soit jamais arrivée. L'homme derrière ce commentaire s'appelle Kenivich et il a rapidement reçu beaucoup de réponses par rapport à ce témoignage étrange, sans compter les personnes qui lui demandaient de retourner là-bas pour rentrer dans cette grotte et donner de la lumière à ce cas étrange. Alors ni une ni deux, il décide de retourner dans le désert du Nevada avec cette fois-ci une arme à feu et une caméra dans le but de partager sa trouvaille. À son retour, il poste sur sa chaîne YouTube personnelle la vidéo qui en résulte. Dans cette dernière, Kenny se tient à côté d'une mine abandonnée et explique qu'il compte faire une randonnée de plus de 10 heures pour retrouver une grotte qui aurait fait violemment vibrer son corps jusqu'à l'effrayer et qu'il s'est préparé au cas où avec une arme si jamais un danger lui tombait dessus cette fois-ci. And then hopefully I'll find that cave. It's like back over there somewhere, but down on the other side of that mountain. And then I gotta walk all the way along this whole gigantic range on the outside of that mountain. Malgré tout, au fur et à mesure de la vidéo, entre plusieurs minutes de filler où il nous montre ses connaissances dans le désert et ses petits trouvailles sur le chemin, on se rend compte que il retrouve pas la grotte en fait. Et c'est une plutôt grosse déception pour tout le monde et évidemment, Internet s'affole et critique sa vidéo jusqu'à dire que c'est un menteur et à le provoquer pour qu'il retourne dans cette grotte introuvable en forme de M. Kenny se sentit alors par conséquent obligé d'y retourner une 3e fois pour satisfaire l'envie de sang d'Internet et c'est ce qu'il fera.
Il préviendra sa famille et ses proches de son départ pour trouver cette foutue cave, toujours avec son téléphone et une arme. Kenny Veach était bien plus que préparé, c'était un expert du désert du Nevada, faisant ce genre d'expédition depuis plus de 20 ans, en grimpant des sommets que personne n'osait faire, en explorant plus de grottes qu'on ne pourra jamais en décompter et en s'amusant d'après lui avec des serpents à sonnettes. Et pourtant, c'était sa dernière expédition. Kenny Veach a disparu sans laisser de traces le 10 novembre 2014 en essayant de trouver cette M-Cave. J'ai pu relever un commentaire posté sous la première vidéo de Kenny clamant au travers de tous les gens qui le provoquaient d'y retourner qu'il ne fallait absolument pas retrouver cette grotte et en aucun cas rentrer à l'intérieur où il n'en sortirait jamais. Eh bien peut-être qu'il avait raison. La seule chose qui a été retrouvée serait son téléphone près de la mine abandonnée que l'on voyait au début de sa première vidéo et servant de point de départ à sa randonnée, puis après ça, il n'y a plus rien. Plus aucune trace de Kenny, ni d'une voiture qui serait venue le kidnapper, rien. Personne ne sait à ce jour s'il a succombé aux éléments, s'il a retrouvé la grotte et est mort à l'intérieur, ou si des hommes de la base de militaires de Nellis l'auraient tué pour s'être introduit trop près de cette dernière. Ce cas étrange a néanmoins nourri les conspirations d'internet en disant que la zone 51 était impliquée dans sa disparition en ayant repéré sa vidéo et ses commentaires, bref, la même rengaine que d'habitude, théorie du complot, etc. Évidemment, certains youtubeurs s'en mêlent et la théorie qu'il aurait montré la M-Cave dans sa première vidéo sans le dire émerge, avec la pensée qu'il aurait exagéré l'histoire pour que ce soit sensationnel avant de disparaître complètement. Il y en a même qui affirment qu'il se serait fait bouffer par une créature inconnue, présentant souvent cet extrait comme preuve, puisqu'on y voit l'ombre d'une créature avec des yeux brillants dans la grotte qu'il filme au loin. Mais bon, c'est juste une ombre quoi, enfin voilà. Puis même à côté de ça, en fait, il y a plein d'autres youtubeurs spécialistes de mines qui se mettent à la recherche de cette M-Cave et du corps de Kenny, comme par exemple quelqu'un que vous connaissez déjà, puisque je vous en ai déjà parlé tout à l'heure, exploration de mines abandonnées et de lieux insolites. Okay, I just turned on to Nevada State Highway 375 East, also known as the Extraterrestrial Highway. En effet, il y a 2 ans, ce dernier se rend probablement à la fameuse grotte que Kenny cherchait effectivement pas loin de la base militaire de Nellis et de la zone 51. Et apparemment, il aurait eu l'aide d'un militaire du coin pour la retrouver, mais devait garder le silence sur le lieu exact parce que il y a une base militaire à côté, donc voudrait éviter un maximum de curieux quoi. Ceci dit, la grotte est bien en forme de M et l'intérieur semble avoir été bouché artificiellement avec de la terre. Il cherchera alors dans les débris et la pierre une hypothétique trappe menant à un souterrain de la base militaire, mais il trouvera simplement ce panneau. Here's a sign, or something, a piece of metal. Okay, Area 51. Indiquant que la grotte appartient à la zone 51 et qu'il sera tué à vue, sur place, si on le trouve. Caca culotte, il remballe et se barre illico, même si ça l'empêchera pas d'y retourner en 2022 pour constater que le panneau a bien été remis publiquement en place. Voilà, c'est assez bizarre cette affaire. Ça voudrait même peut-être dire que Kenny s'est fait abattre à vue et que les vibrations étaient probablement une machine qui était sous terre appartenant à la zone 51, on n'en sait rien, et c'est vraiment trop bizarre. L'histoire se conclura péniblement par une prise de parole de la petite amie de Kenny Veach qui nous dit qu'il est extrêmement préparé et conscient de ce qu'il fait et que jamais il ne serait mort à cause d'un élément du désert, mais que malgré tout, il n'a jamais été retrouvé grâce aux 30 battues qui ont été organisées pour trouver des indices dans le désert, rien à part son téléphone. Elle laisse aussi penser qu'il aurait lui-même essayé de disparaître étant donné qu'il n'a pas pris de caméra et n'avait aucunement l'intention de filmer quoi que ce soit. Peut-être même que c'est lui qui a jeté son téléphone à un endroit que l'on connaissait pour faire passer le message que Kenny ne voulait pas être retrouvé. Bref, cette histoire se conclut de manière très brutale en soulevant plus de mystères que de réponses, un peu comme la prochaine histoire que je vais vous raconter. Cette fois-ci sur Reddit 2008, l'utilisateur Option Command Delete poste quelque chose de plutôt intéressant à propos d'une trouvaille dans le cimetière de Bridgewater à Long Island. Il est tombé sur une porte avec une inscription latine qu'il voulait traduire plus tard, menant semble-t-il sur une crypte ou un mausolée d'après lui. À cela, l'OP a joint 2 liens dont le premier qui n'est plus disponible, sûrement trop vieux ou plus hébergé, et le second contient l'image de la location latine traduite The Soul of the Wicked, l'âme du cruel ou du mauvais, traduit en français. Puis après ça, plus aucune news ou information supplémentaire. Du moins jusqu'à il y a 5 ans plus tard, où cette fois-ci, un autre utilisateur poste le thread « L'escalier des enfers ». Ça pose un peu l'ambiance. Petite remise dans le contexte, l'OP nous indique qu'il y a un cimetière pas loin de chez lui et que justement marcher dans les cimetières ça lui donne des pensées étranges sur la vie, la mort, le temps, etc. Et qu'il nous recommande de le faire même si c'est pas vraiment le but de son poste. Dans un endroit désert de ce cimetière, j'ai trouvé une tombe avec une porte non scellée, pas de nom, juste une locution étrangère que je ne comprends pas étant donné que je suis pas le plus intelligent des Américains. J'ai poussé la porte pour l'entrouvrir et l'intérieur ressemblait presque à une cage d'escalier
escaliers sans fond. On dirait que ça a été creusé à la main. Les escaliers sont littéralement faits de terre. Il ajoute à ça que la porte grouille de termites, de machins qui mangent le bois et d'autres bestioles, mais il ajoute aussi la photo de la porte vue de l'extérieur ainsi que d'une seconde photo bien lugubre de l'intérieur dont on ne distingue même pas le fond. Suite à ça, il s'est rappelé de la locution latine et s'est rendu compte que quelqu'un avait déjà posté quelque chose il y a 5 ans à propos du même exact endroit, avec l'exacte même traduction, The Soul of the Wicked, sans jamais avoir d'update. Vous en doutez bien, ça a piqué sa curiosité et il a décidé d'y retourner le lendemain pour savoir où ça mène et évidemment tenir Reddit informé. Reddit n'aura jamais plus d'update de sa situation après ça. Du moins pas de la part de l'OP originel, mais plutôt de son grand frère. En effet, 1 an plus tard, un compte throwaway commente le post suivant en ajoutant qu'il est le grand frère de Kevin, l'utilisateur Reddit en question, et que ce dernier a disparu sans laisser de trace à quiconque, sans jamais savoir si on allait le retrouver ou si même il était vivant. Le grand frère a ouvert ses anciens réseaux et donc son Reddit pour voir s'il y avait des signes annonciateurs de sa disparition, sans vraiment s'attendre à trouver quelque chose. Et puis il est tombé sur ce post. Effectivement, en faisant quelques recherches, Kevin est bien porté disparu depuis 2013, juste après avoir précisé qu'il retournerait dans le cimetière. Son grand frère poste une update sur la disparition de son petit frère où il nous dit qu'il n'arrive plus à dormir depuis qu'il a vu son post à propos du cimetière, qu'il était hanté par cette petite voix qui lui disait qu'il était probablement mort là-bas sans que personne le sache. Il avait le sang qui bouillonnait en fait de lui dire d'aller là-bas. Il n'en pouvait plus, alors le lendemain il conduit jusqu'au cimetière de Bridgewater et se balade à l'intérieur dans l'espoir de trouver la fameuse tombe et est resté stupéfait par la normalité de cette dernière. Il nous dit qu'il allait devoir lui aussi aller à l'intérieur, alors il y va, prend une photo du sombre escalier de terre comme son frère l'avait fait, s'enfonce à l'intérieur et tombe sur un immense puits sans fond. Le trou béant est tellement noir qu'on pourrait noyer son regard dedans. Et c'est à ce moment précis qu'il comprit avec vertige que son frère était mort, seul, là-dedans, sans que personne le sache. Plus tard, il demandera quelle taille fait le trou au physicien de Reddit après avoir jeté une pierre dedans, et même si c'est pas compliqué à calculer, un autre répond que ce puits ferait bien entre 200 et 300 mètres de profondeur au vu du son. C'est colossal à tel point que les secours ne peuvent même pas tenter de descendre en rappel pour voir si son frère est bel et bien mort dedans. En tout cas, lui le suppose bien fort au vu de sa dernière update sur la disparition de son frère. Il termine son histoire en insistant sur le fait que la grotte du cimetière a été scellée au public après ça, et que plusieurs semaines après, des agents du FBI et de la DSCT traînaient toujours autour du lieu de l'anomalie, impliquant donc que la grotte dans laquelle son frère était probablement mort n'était pas simplement qu'un pauvre trou inutile. Une histoire qui se termine avec un goût amer, rempli de zones d'ombre et nourrissant un mystère encore plus grand, mais un mystère factice. Et oui! Parce que pour le coup, cette histoire est complètement inventée de toutes pièces par le youtubeur américain Fortune, lien de sa chaîne en bio. Et vraiment, je voulais trop vous raconter cette histoire parce que j'y ai cru du début à la fin. Et vous en serez douté, ça m'aura inspiré la manière de procéder pour la réalisation de la dernière vidéo que j'ai sortie pour Halloween. Alors, oui, c'est une fiction, mais au moins ça contraste avec le récit de la M-Cave qui, elle, est bien véritable, pour le coup, et qui reste un mystère non élucidé. D'autant plus que j'aurais beau vous raconter des fictions, cela n'enlève rien au côté extrêmement dangereux des caves, et je sais pas si vous aviez entendu parler de l'incident Nooty Pooty à l'époque, mais c'était une histoire vraiment tragique, exemple d'une partie de ce que fait l'horreur des souterrains. La grotte de Nooty Pooty est un réseau de caves hydrothermales situé dans l'état d'Utah aux États-Unis et ces galeries souterraines étaient réputées pour leur passage étroit et tortueux s'étendant jusqu'à 413 mètres de profondeur. Du coup, naturellement, ça a attiré de plus en plus de spéléologues amateurs, malgré la difficulté du lieu. Et pour vous dire, il y a des passages tellement étroits qu'on pourrait difficilement faire passer un homme, comme les passages du Birth Canal ou de l'Aorta Crawl. Apparemment, ce serait encore plus étroit que l'entrée d'une machine à laver, autant vous dire que ça doit être un calvaire pour les claustrophobes là-dedans. Malgré tout, ça n'a pas empêché John et Josh de s'enfoncer dans cette galerie en souvenir du bon vieux temps, puisqu'ils faisaient déjà ça avec leur père quand ils étaient petits. D'ailleurs, John était le grand frère, leader dans cette expédition afin de protéger son frère au cas où il se passait un pépin. Et apparemment, il était parfait sur tous les points, que ce soit en termes de frère, de mari, de père de famille ou même de fils. Le boug était même chrétien et étudiait la cardiologie pour enfants, c'est-à-dire que si c'est pas un ange envoyé des cieux, je sais pas ce que c'est. Josh et John se joignent alors à un groupe de 9 personnes et s'enfoncent comme prévu dans les caves de Nooty Pooty. Tout se passe bien durant la première heure, tout est ok, jusqu'à ce qu'il arrive dans une grande cave appelée Big Slide, où les deux frères décident de se challenger un peu en se frottant au Birth Canal. Ici,
le passage le plus étroit de la galerie, qui donne l'impression de venir au monde une fois que l'on atteint une cave plus grande à sa sortie. Malheureusement, c'est là que les problèmes commencent, puisqu'il se trompe de galerie en empruntant Headspush à la place, une galerie tout aussi étroite qui ne mène sur absolument rien. Et sans s'en rendre compte, John se tortille en tête dans le mauvais conduit en pensant pouvoir sortir au bout, mais c'est extrêmement dur. Il pousse un dernier coup pour espérer dépasser le passage qui le retenait, mais il se retrouve nez à nez avec une impasse. À ce moment-là, il est complètement bloqué la tête en bas avec simplement ses pieds qui dépassaient à la verticale. C'était impossible pour son frère de le sortir de là, ils avaient absolument besoin de secours. Josh Jones remonte à la surface rapidement, tout paniqué, et appelle de l'aide pour son frère. Il revient 3 heures plus tard avec Suzanne, une secouriste volontaire, parce que vous vous imaginez bien qu'il faut remonter les 1 heure de descente précédente, puis revenir, après avoir évidemment pris quelqu'un sous son aile. John était seul, piégé pendant 3 heures à 300 mètres sous terre, c'est horrible. Mais le plus gros problème, c'est qu'après plus de 10 heures passées la tête en bas, un corps humain normal commence à avoir des complications comme des problèmes respiratoires liés à la pression des organes sur les poumons, ou des problèmes sanguins, comme un œdème cérébral déclenchant la mort. Donc vous imaginez bien, une course contre la montre démarre au moment où je vous parle. Problème, le passage de Headspush est extrêmement étroit et un seul secouriste peut y accéder à la fois. Non mais regardez la photo, rien que pour manœuvrer son propre corps, c'est la galère. Sans compter que John commence à faire des crises de panique intenses dues au manque d'oxygène dans le cerveau. Cela faisait 26 heures où il travaillait pour essayer de le remonter, 26 heures où il avait la tête en bas, 26 heures où il savait qu'il était foutu. Heureusement, les secouristes avaient fini d'installer les poulies pour tirer John par les pieds à l'aide d'un câble, mais malheureusement la cave étroite fait qu'un seul homme peut tirer à la fois, mais le système de poulies décuplait la force justement pour ça. Ils ont tiré 3 fois jusqu'au moment où l'on pouvait voir le visage éreinté et les yeux injectés de sang de John. Chaque fois qu'il tirait, ça lui faisait affreusement mal, mais il commençait à voir le bout. Ça y est, c'est bientôt la fin, et au moment du fatidique 4e et dernier effort, l'arc de pierre sur lequel était attachée fermement la poulie s'effrite et vient s'écraser contre le crâne du secouriste le plus proche de John avant qu'il ne s'évanouisse dans la poussière. Alors qu'il revient difficilement à lui au milieu d'une épaisse couche de fumée, il se rend compte que l'anneau de la corde s'est arraché et que John s'est écrasé à nouveau dans son trou. Encore plus profondément. À minuit, un médecin rampe jusqu'au futur tombeau de John et le déclare mort le 25 novembre à 26 ans. Il laisse derrière lui un enfant, une femme aimante et enceinte, qui l'attendait à l'entrée de la grotte avec sa famille. Il laisse une trentaine de secouristes ressortir éreintés, avec le cœur lourd d'avoir échoué si près du but. La grotte sera ensuite scellée et une plaque commémorative de John Jones sera installée en sa mémoire, mais à quel prix ? C'est ça la dangerosité des caves, un moment d'inattention, un moment de trop plein de confiance, ou même un moment de malchance, et c'est finito. Et des drames comme ça, il y en a énormément, comme par exemple la tragédie de Donald Weltner, l'horrifiante expédition dans la cave immergée de Sapiketa, le désastre de la Gollum Cave, celui de Murphy's Cave, etc. Et pour vous dire, rien qu'au moment où je tourne la vidéo, une spéléologue professionnelle est morte dans les cuves de Sassenage dans mon département, sauvant une collégienne après une montée des eaux soudaines dans la grotte, alors même que cette dernière est aménagée justement pour les visites. J'ai failli d'ailleurs moi-même être victime de cette malchance à quelques semaines près, c'est rien comparé à l'incident de Notipouti, mais ça aurait pu tellement tourner au drame. En fait, je m'étais rendu dans la grotte de Bournillon, dans ma région, et le but était d'accompagner un camarade photographe pour prendre des clichés sympas comme ceux que je vous diffuse actuellement. Mais cette grotte, elle est vraiment pas du tout dangereuse, juste elle s'arrête brutalement devant un gouffre. Sauf qu'en fait, il y avait un petit réseau de caves à côté dans lequel on s'est rendu et on s'est faufilé dans les petites galeries qu'il y avait au fond de la cave principale. Ça, c'est une photo de nous dans ces galeries. Et est-ce que vous trouvez que j'ai l'air à l'aise au-dessus du vide ? Parce que littéralement, il y avait des trous entre les rochers encastrés sur lesquels on marchait et je pouvais même pas voir le fond, c'était sombre de chez sombre. Et là, je fais le malin en m'allongeant sur ces rochers pépouses, mais les gars, tout s'est effondré 2 semaines plus tard, je déconne même pas. J'étais à 2 semaines de me retrouver enseveli dans une grotte perdue dans ma région. Vous voyez, il suffit de rien, il suffit d'être au mauvais endroit au mauvais moment, les dangers sont multiples et je vous assure que les effondrements et le fait de rester coincé ne sont vraiment pas les seuls dangers qu'on peut retrouver dans les caves. Par exemple, je sais pas si vous vous souvenez de ce sauvetage miraculeux dans la grotte de Tham Luang en Thaïlande, en juin 2018, où 12 enfants se sont retrouvés bloqués dans une galerie souterraine accompagnés de leur entraîneur de football. Alors déjà, l'histoire de comment ils se sont retrouvés là-dedans est assez ridicule parce qu'ils s'étaient réfugiés dans la grotte pour échapper à la pluie des moussons. Une très grosse pluie. Mais tellement grosse qu'en fait, l'eau commençait à rattraper ce beau monde, ce qui les a poussés à aller plus profondément dans la grotte, bloqués par l'eau, sans pouvoir jamais en sortir. La décision de s'enfoncer dans la grotte était ridiculement stupide, étant donné que les Thaïlandais savent très bien que la mousson ne dure pas qu'un seul jour. Résultat, la Navy Seal thaïlandaise et des plongeurs britanniques experts échafaudent un plan très risqué pour les sortir de là, en sachant pertinemment qu'il fallait ramener du matériel de plongée pour les enfants aussi, et que le réseau souterrain était immense. Au final, tout le monde sera sauvé au prix de la mort d'un héros thaïlandais, Saman Kunan, qui s'est sacrifié pour déposer un réapprovisionnement d'oxygène à mi-chemin du trajet pour que les enfants survivent sur le trajet colossal qui se passait sous l'eau, quoi.
Et encore, là l'histoire se termine bien, mais par contre, c'est pas le cas de la tragédie des caves de Mossdale. Cette fois-ci, c'est 10 explorateurs plutôt expérimentés qui s'enfoncent dans un réseau de caves absolument immense et d'autant plus dangereux étant donné que certains passages sont encore actuellement creusés par l'eau. Regardez comme c'est terrifiant. Non mais regardez, déjà il y a des passages où même ramper suffit plus pour passer et le réseau de caves possède la même chose avec de l'eau qui te coule sur la gueule. Et ce genre de passage dure des heures avec l'impossibilité de faire demi-tour. Hein. Et ça fait bander des gens ça, hein, ça fait bander des gens. Et évidemment, je vous épargne les détails de l'expédition parce que la vidéo est très longue, mais forcément, ça rate pas. La pluie commence à tomber à l'extérieur et s'écoule dans les cavernes déjà remplies d'eau. Eux ne s'en rendent pas compte tout de suite parce qu'ils sont déjà à moitié 6 pieds sous terre à 3 heures de l'entrée, jusqu'au moment où ils ont de l'eau jusqu'au bassin, dans l'incapacité de se mouvoir correctement à cause du flux d'eau qui pousse leur corps. C'est affreux, c'est littéralement affreux. Je vous jure que ça me terrifie rien qu'en voyant les images de personnes qui ont vécu la même chose mais qui ont survécu. Alors, imaginez ces personnes-là qui, elles, sont toutes mortes. Parce que oui, ils ont bien essayé de remonter les conduits étroits, mais l'eau était bien trop importante. 6 d'entre eux ont perdu la vie, écrasés par l'eau contre les parois des caves de Mossdale, et tout ça en quelques heures. Les souterrains ne nous appartiennent pas. Nous sommes des étrangers. C'est un lieu hostile où les éléments nous font très souvent une piqûre de rappel médiatisée à l'international. Elles nous appartiennent pas, mais quelquefois il arrive que certains en font leur refuge, et je suis tombé par exemple sur cette vidéo absolument anxiogène qui décrit ce que je viens de vous dire. Out. Come here, come on. Come on. Go. Un homme s'est rendu dans une petite grotte avec son chien et est tombé déjà sur un nombre incalculable de chauves-souris, mais What the fuck is that? Oh shit. Come on. on dirait en premier lieu une silhouette humanoïde habillée d'une tunique noire ou des habits sombres, mais ça pourrait tout aussi bien être un ours qui se tient contre le mur. Dans tous les cas, il s'est chié dessus et quand la police est venue inspecter, il n'y avait vraiment plus rien au fond de la grotte et au final, ce mystère reste de marbre, mais un marbre terrifiant. Mais sachez bien que certains hommes ont élu domicile dans les souterrains, et plus précisément les entrailles des grandes villes du monde urbain, comme par exemple à Bucarest, en Roumanie. On retrouve des centaines de personnes regroupées en colonies vivant sous terre par peur de ne plus savoir où aller depuis que le régime communiste s'est effondré, et aussi par pauvreté. Et l'exemple le plus triste, c'est probablement la tribu des rats de Beijing, littéralement un réseau illégal de logements sous chaque immeuble où les personnes les plus pauvres et précaires vivent dans un placard à balai contre une rente. Parce que oui, ça a un prix, alors que ça devrait même pas. À la base, c'était des anciens abris anti-aériens construits durant la période de tension entre la Chine et l'ex-URSS et maintenant utilisés par des gens avides du moindre pesos pour les louer à des SDF. Je vous mets en description un reportage de Arte pour ceux que ça intéresse. On constate rapidement que l'équipe de tournage se fait virer par un des gérants qui ne veut pas que leur business apparaisse au grand public. Bizarre. Partez. Oui, je leur ai dit. Alors fais-les partir. Un business peu glorieux pour les loueurs, une surpopulation que le régime préfère cacher. Question d'image. En tout cas, tout ça ne battra jamais les États-Unis avec un nombre d'habitants souterrains colossal et rien que sous New York, on comptait des dizaines de milliers de personnes vivant dans les égouts et les tunnels avant les années 2000, ayant trouvé refuge ici par extrême pauvreté suite à la Grande Dépression, des gens qui ne cherchent qu'à trouver un foyer sans faire attention à ce qui se passe à l'extérieur. En plus, aux États-Unis, il y a de la place sous terre, et genre énormément de place grâce à des infrastructures immenses, des tunnels creusés sous terre pour traverser dans le pays très rapidement. Mais suite à la Grande Dépression, la construction a été stoppée et ces tunnels abandonnés, et les gens devenus récemment pauvres suite à la chute de l'immobilier ont commencé à y vivre naturellement, mais après les attentats du 11 septembre 2001, le gouvernement a décidé de virer tous ces gens pour éviter que les terroristes les infiltrent. Aujourd'hui, on compte quand même des milliers de personnes qui y vivent malgré tout, et les tunnels sont utilisés à des fins militaires de stockage, voire même pour y faire des bases secrètes de recherche. Certains curieux s'amusent à explorer ces lieux lugubres et parfois liminaux, jusqu'à tomber sur des choses plutôt effrayantes.
Au final, on aura beau faire la sourde oreille, les orteils ancrés dans le sol ou bien tenter d'y fourrer son nez, mais on ne sait absolument rien de ce qui se passe réellement sous nos pieds. On ne sait pas non plus qui vit là-dessous, ni ce sur quoi on va tomber, et pourtant c'est ce mystère extrême, cette peur de l'inconnu et ce frisson de découvrir quelque chose d'étrange qui nous pousse à s'enfoncer dans une grotte, à trouver des lieux aussi mystiques qu'austères. Et moi-même je suis bien trop attiré, j'ai toujours été attiré par ce genre d'endroit alors que l'on peut y perdre la vie en quelques heures ou quelques secondes, suivi d'un éboulement, d'un peu trop d'eau, d'un gisement de gaz, d'une mauvaise rencontre. Et en disant ça, je parle pas que d'animaux, je parle aussi d'êtres humains, des personnes qui luttent pour survivre sous terre, voulant protéger ce qu'il leur reste, des hommes armés, dangereux, ou bien des tueurs venus cacher un corps, comme je vous l'ai introduit au début de cette longue, très longue vidéo. Les caves sont mystérieuses, les souterrains font peur, mais c'est cette peur qui nous pousse à y aller. Alors si vous le voulez bien, faites attention lorsque vous y plongez, soyez là pour nous raconter votre histoire. Merci d'avoir regardé la vidéo, et surtout, portez-vous bien.